Bonjour à toutes et à tous. Je pense que... Voilà. Donc, le 6 octobre 2015, comme on vient de le rappeler, ce magnifique port bien tranquille s'est trouvé remis en cause par la Cour de justice européenne. Et donc, bien sûr, l'objectif de cette présentation est d'essayer de voir comment on peut, aujourd'hui et dans le futur, continuer de mériter la confiance, alors que ce dispositif juridique a été invalidé par cette Cour européenne. Donc très vite, une petite histoire du Safe Harbor. Donc le Safe Harbor naît à partir de négociations qui ont démarré entre les États-Unis et l'Union européenne en 1996, suite à la publication par le Parlement et la Commission européenne de la directive de 1995 sur la protection des données. Et c'est en 2000 à peu près, après 4 années de négociations, que le Safe Harbor, sur lequel je vais un tout petit peu revenir, sans rentrer dans trop de détails, a été publié. Et c'est à partir de cette date que un certain nombre d'entreprises américaines ont adhéré au Safe Harbor. Il y en a eu jusqu'à un peu plus de 4000, de telle façon qu'on puisse garantir sur le plan juridique une équivalence de protection des données à partir du moment où les entreprises s'engageaient à maintenir un certain niveau de confidentialité. Bien sûr, 2013, affaire Snowden, révélation de Prism, et la prise de conscience par notamment le Parlement européen du fait que les principes fondateurs sur lesquels a été bâti le Safe Harbor, qui remonte fondamentalement à une ère où l'Internet commençait vraiment à se répandre et où le poste de travail le plus utilisé était encore le PC, avait la nécessité d'être refondé. Et donc, un rapport du Parlement européen de 2014, qui s'appelle Digital Bill of Rights, a effectivement commencé à remettre en cause les principes de ce Safe Harbor. Et il a fallu l'affaire Max Schrems contre la Commission de protection des données irlandaise, la DPC irlandaise, pour que, effectivement, la Cour de justice de l'Union européenne, le 6 octobre 2015, invalide ce Safe Harbor. Donc le Safe Harbor en tant que tel obéit à un certain nombre de principes à travers la mise en place d'un cadre de transfert de données entre l'Union européenne et les États-Unis, en sachant que ce sont les sociétés qui adhèrent à ce cadre. La décision de la Commission européenne à l'époque, reconnaissant dans le Safe Harbor un niveau d'adéquation des données de protection des données personnelles, bien évidemment pas l'adéquation de la totalité de la législation américaine en termes de respect de la vie privée, mais en tout état de cause, il était possible, dans ce cadre, à travers le respect de toute une série de dispositifs qui sont indiqués sur la droite, donc notification, choix, etc., de procéder à ces transferts en étant couvert par ce Safe Harbor, en sachant qu'un des principes fondamentaux, qui a d'ailleurs été battu en brèche dans le jugement de la Cour de justice européenne, c'est le principe d'autocertification, puisqu'en fait, ce sont les entreprises qui s'autocertifiaient comme étant conformes au Safe Harbor. C'était leur engagement personnel, au nom de leur société, évidemment. Donc, cette histoire, qui au départ concernait essentiellement Facebook,
a abouti à l'émission d'une opinion par l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle il était possible pour les autorités nationales de protection des données, à savoir pour ce qui concerne la France, le CNIL, de pouvoir suspendre les transferts de données couvertes par le Safe Harbor et qu'elles étaient compétentes en la matière. Et la deuxième proposition de l'avocat général à cette occasion était d'invalider la reconnaissance de l'adéquation de la protection des données aux États-Unis. Suivant les recommandations de l'avocat général, la Cour de justice a rendu un jugement donc le 6 octobre, indiquant que Safe Harbor ne garantissait pas par un niveau adéquat de protection le transfert des données entre les États-Unis et l'Europe, en raison d'une part de l'autocertification que je viens à peine de mentionner, mais aussi, et c'est évidemment suite à la prise de conscience des révélations d'Edward Snowden, du fait qu'il y avait de facto dans Safe Harbor l'exclusion des autorités publiques américaines du périmètre couvert par ce Safe Harbor. Il y avait également le fait que les besoins de la sécurité nationale américaine restaient prioritaires par rapport aux exigences du Safe Harbor, que ces exigences n'étaient pas nécessairement prises en compte par les exigences juridiques américaines, et enfin qu'il n'existait pas nécessairement de recours judiciaire pour assurer un respect de la protection des données importées de l'Union européenne aux États-Unis. Donc une décision extrêmement importante parce que, bien sûr, cette décision, elle nécessite de refonder complètement les principes sur lesquels ce Safe Harbor était fondé. Alors quand on regarde quels ont été les commentaires du groupe de l'article 29, qui est en gros le regroupement de l'ensemble des CNIL au niveau européen, ils ont évidemment pris en compte le côté extrêmement abrupt de cette décision en indiquant qu'il était possible d'avoir une période de transition jusqu'à la fin janvier 2016 à travers ce que l'on appelle les BCR, les Binding Corporate Rules, ou bien les clauses contractuelles types qui ont été définies par le groupe de l'article 29 en disant à minima jusqu'à la fin du mois de janvier 2016, les entreprises qui réglementent le transfert des données entre l'Europe et les États-Unis à travers ces BCR ou ces clauses contractuelles types peuvent continuer de le faire et ce transfert est bien couvert par un engagement juridique contractuel qui leur permet effectivement de réaliser ce transfert sans problème. Le groupe de l'article 29 s'est également engagé à évaluer de manière publique la validité des outils en vigueur et de communiquer les résultats de cette évaluation fin janvier, début février. Ils ont également indiqué que la version 2.0 de Safe Harbor, qui était en cours de discussion, serait normalement partagée publiquement à la fin du mois de janvier 2016. Et d'une manière générale, ils ont fait un appel à la totalité de l'industrie, aussi bien les internautes que les sociétés commerciales, afin de proposer des solutions techniques et légales à ce problème posé par la remise en cause de Safe Harbor. Si vous consultez le site de la CNIL, voilà les informations que vous y trouvez, qui sont en gros les mêmes que celles que je viens de résumer à l'instant. Donc concrètement, quelle est la position qu'il est possible de tenir par rapport à ce sujet-là et globalement, quelle est la proposition et la solution imaginée par Microsoft au sujet de Safe Harbor? D'abord, en ce qui concerne le cloud, nous pensons que pour que nos clients nous confient leurs données, il faut qu'ils aient confiance. Cette confiance, ça ne se décrète pas. Elle doit s'asseoir sur une nécessaire transparence. Et pour ça, on a décidé depuis déjà longtemps d'asseoir cette transparence à travers un triptyque qui est d'une part évidemment le respect des lois et la conformité volontaire
à un certain nombre de normes internationales indépendantes, notamment évidemment la norme ISO 27001 concernant la sécurité, mais également, et on a été les premiers à le faire, la norme ISO 27018 qui concerne justement la question du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles dans le cloud. Ce sujet est évidemment extrêmement important dans la mesure où la norme en question est une norme qui a été élaborée par de très nombreuses parties prenantes, et notamment représentant la France à la FNOR pour l'élaboration de cette norme par la CNIL. Une fois qu'on a dit que l'on s'imposait un certain nombre de normes internationales indépendantes, il est nécessaire d'en vérifier la conformité. Et cette vérification de conformité, elle ne peut évidemment pas être réalisée par un quelconque fournisseur de services en cloud. Il est nécessaire que cette vérification soit réalisée par des tiers totalement indépendants. Et ça n'est qu'une fois que cette certification a été obtenue que l'on fournit les rapports d'audit à l'ensemble de nos clients, de telle façon qu'il soit effectivement possible d'asseoir cette confiance sur des rapports d'audit qui ont été réalisés par des tiers indépendants. Pour ce qui concerne les services de Microsoft, ces audits indépendants sont réalisés en l'occurrence par l'équivalent en Angleterre, pas de rapport avec GCHQ, de la FNOR, qui s'appelle le British Standards Institute, le BSI. Cette transparence, elle vise à répondre à 4 questions fondamentales. Où sont mes données? Vous avez le droit de savoir où sont vos données, ça me paraît quand même être le minimum qu'on vous doit. Qui contrôle vos données et à qui elles appartiennent? Vos données vous appartiennent et en aucune façon à un quelconque fournisseur de services en cloud. Comment sont utilisées vos données? Elles sont utilisées uniquement pour fournir le service, ce qui va dire que la fourniture de ces données à des tiers ou l'utilisation de ces données à des fins publicitaires est un détournement de la finalité de ces données et donc n'est absolument pas possible. Et bien sûr, ces données sont disponibles et cette disponibilité est garantie contractuellement avec engagement de paiement de pénalité en cas de non-respect de cette disponibilité. Quand on regarde globalement cette question vie privée, sécurité, respect de la conformité, il y a d'une part la nécessité de mettre en place une politique de sécurité qui est conforme à l'état de l'art. J'ai parlé d'un certain nombre de normes, notamment 27001, 27002, 27018 tout à l'heure, et puis bien sûr un certain nombre d'engagements contractuels en matière de protection des données. Alors ces engagements contractuels, ils consistent bien sûr à répéter tout ce que je viens de dire, mais également à fournir en standard dans les contrats ce que j'ai appelé les clauses contractuelles type tout à l'heure, qui ne sont rien d'autre que les clauses qui ont été définies par le groupe de l'article 29, pour lequel on a travaillé pendant plusieurs mois, d'ailleurs en France, avec la CNIL, pour la mise en place de ces clauses contractuelles et s'assurer qu'elles répondaient impérativement aux besoins des régulateurs en matière de respect de la vie privée. Ça veut dire notamment s'engager à fournir la liste de l'ensemble des sous-traitants, leur liste, leur rôle, leur localisation, et avec un droit de regard sur ces sous-traitants par les clients. Donc concrètement, ces clauses, elles ont été rédigées par le groupe de l'article 29 et elles ont été intégrées en standard dans l'ensemble de nos contrats. Et l'objectif de ces clauses, il se trouve qu'à l'époque, on n'anticipait pas que le Safe Harbor serait invalidé. Elles ont pour but de réglementer précisément le transfert des données hors de l'Union européenne en matière de sécurité, de confidentialité, de transparence et de sous-traitance, sans oublier notification de brèches de sécurité, audit, etc. L'avantage de cette norme, c'est qu'elle a été conçue pour le cloud, contrairement à la norme ISO 27001 qui concerne la totalité des systèmes d'information. Et donc elle permet de faciliter la conformité et le contrôle de la conformité pour l'utilisateur vis-à-vis de la directive de 1995. Cette directive reste toujours valable au niveau européen et chacun en Europe se doit de la respecter. Et puis bien sûr, ça permet le cas échéant de comparer les services qui sont fournis par de très nombreux opérateurs dans le cloud
soit ces services sont conformes à cette norme, soit ils ne le sont pas. En tout cas, l'intérêt potentiel de cette norme, c'est qu'elle permet de fournir toute une série de points de contrôle qui viennent compléter ceux de la norme ISO 27001, afin de permettre, à travers les résultats d'audit, de fournir ces audits à l'utilisateur. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si j'imagine que j'ai un client responsable de traitement qui exporte ces données éventuellement aux États-Unis, le transfert est normalement interdit, sauf s'il y a un niveau de protection suffisant, garanti par Safe Harbor version 1, les clauses contractuelles type dont j'ai parlé, les business corporate rules, et puis éventuellement des clauses ad hoc, parce que ça peut toujours être mentionné dans un contrat. Et à partir du moment où Safe Harbor V1 a été invalidé, tout le reste est encore valide, en tout cas jusqu'à plus ample informé, et jusqu'à ce que le groupe de l'article 29, d'ici fin janvier, début février, dise ce qu'il pense de manière très précise de cet ensemble. À ce jour, on est donc conforme à la réglementation en Europe. On verra effectivement ce que dit explicitement le groupe de l'article 29 à la fin du mois, au début du mois prochain. Ce qu'on pense aujourd'hui raisonnablement, c'est que les clauses contractuelles type en question, ayant été élaborées par le groupe de l'article 29, il est peu probable qu'elles seront remises en cause. Il est possible que des exigences supplémentaires soient demandées, mais il semble relativement probable, même si je ne veux pas sur ce sujet l'affirmer, puisque je ne suis pas représentant évidemment du groupe de l'article 29, que ces clauses contractuelles seront considérées comme suffisantes pour permettre ce transfert de données hors de l'Union européenne, et ceci en attendant l'élaboration d'un Safe Harbor 2.0 que, évidemment, tout le monde attend. Donc concrètement, cet élément est couplé avec un certain nombre d'engagements en termes d'accès aux données que je ne vais pas lire dans leur totalité, mais qui sont extrêmement importantes parce que ce sont des engagements qui sont pris de manière contractuelle, en particulier le fait qu'on ne donne pas un accès général ou libre aux données de nos clients. Les clés de chiffrement qui sont utilisées pour sécuriser les données, on ne les donne pas aux autorités administratives. Et le cas échéant, et c'est un point important, quand l'administration américaine nous demande l'accès à des données qui sont situées en Europe, en l'occurrence en Irlande, sans recourir au processus d'assistance mutuelle judiciaire entre les États, en l'occurrence l'État américain et l'État irlandais, on s'y oppose, y compris à travers la mise en place d'un contentieux qui est en cours entre Microsoft et une des cours de justice de l'État de New York. Ce cas est encore en appel aujourd'hui. Si c'est nécessaire, il montera jusqu'à la Cour suprême. Il existe des dispositifs extrêmement précis et extrêmement efficaces qui ont d'ailleurs été utilisés lors de la malheureuse affaire Charlie pour permettre une coopération judiciaire entre les États-Unis et la France, qui ont permis effectivement de fournir les données, mais dans un cadre où un juge a effectivement, à travers une commission rogatoire internationale et les dispositifs d'assistance juridique mutuelle entre les pays, fait en sorte qu'il soit possible d'accéder à distance à des données sans pour autant violer ni la loi européenne ni la loi américaine. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que le cloud nécessite dans tous les cas une analyse de risque. Aller en direction du cloud, ça n'est pas quelque chose qui est un acte de foi. Il faut commencer par analyser le dossier, regarder quels sont les risques qui sont couverts, soit sur le plan technique, soit sur le plan juridique, et ensuite prendre la décision de transporter tout ou partie de ces services dans le cloud. Mais sans cette analyse, il n'est évidemment pas possible
de prendre une décision en tout état de cause. Donc concrètement, pour permettre la mise en place de ce choix, nous avons mis en place une stratégie symétrique dont l'objectif est de permettre à nos clients de choisir les services qu'ils désirent opérer dans le cloud, ceux qu'ils désirent opérer chez eux dans un cloud privé ou chez un hébergeur, dans une logique où ces services sont opérés de manière symétrique entre les deux environnements, de telle façon que nos clients puissent choisir en toute connaissance de cause les données, les services qu'ils désirent garder chez eux ou mettre dans nos data centers. C'est leur choix et ça restera leur choix. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Bernard Ourganlian de Microsoft, pour votre intervention.